Bonjour à tous, allez, ça y est, après des mois et des mois de rumeurs, Fujifilm vient d'annoncer son X-T3. En plus de l'annonce hier de toutes les caractéristiques du X-T3, on a eu un premier lot de tests faits par des ambassadeurs Fujifilm à travers le monde qui ont eu la possibilité de passer soit quelques jours ou même quelques semaines avec l'appareil photo. Et je pense que finalement, avec toutes les caractéristiques présentées par Fuji, plus tous les tests, il y en a eu vraiment beaucoup, qui ont été apportés par les ambassadeurs Fuji, on est capable déjà de se faire une première impression sur cet appareil photo-là en lisant entre les lignes. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous faire un peu un récapitulatif de tout ce qui a été annoncé, de qu'est-ce que c'est le X-T3, qu'est-ce que ça change, et aussi je vais vous faire part de mes sentiments par rapport à tout ce que j'ai lu à droite et à gauche. Alors, déjà, petit préambule à cette vidéo, c'est à aucun moment une vidéo sponsorisée Fuji, je l'ai assez dit. Évidemment, je n'ai pas eu le X-T3 entre les mains, donc tout ce que je dis est basé sur ce que j'ai lu. L'ensemble des vidéos, des images, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est sourcé forcément chez les autres. Donc, je me suis sourcé chez DP Review, qui, à mon sens, a fait le test le plus impartial de ce X-T3, puisque DP Review, contrairement à tous les ambassadeurs qui, eux, sont vraiment payés par Fuji et compagnie, DP Review, c'est un vrai site, je crois que c'est anglais ou américain, bref, c'est un vrai site anglophone qui va faire des tests de absolument tous les boîtiers, et ils ne sont pas plus partisans d'une marque plutôt que l'autre. Donc leur test m'a paru vraiment très intéressant. En plus, je pense qu'ils ont vraiment la force de frappe pour dire à Fuji à un moment donné, nous on dit ce qu'on veut. Donc j'ai pris des images évidemment chez Fuji Guys, et je me suis permis de prendre quelques images aussi sur les tests des ambassadeurs. Alors le nouveau X-T3, il est caractérisé par un tout nouveau processeur et par un tout nouveau capteur. On va parler du capteur en premier. Le capteur, c'est un capteur rétroéclairé. Donc, c'est une nouvelle génération de capteurs qui est apparue depuis à peu près 2 ans. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai remis un schéma que je vous avais déjà montré. On voit à droite un capteur tel qu'il est conçu normalement. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il y a 4 couches. Vous avez le verre de la lentille, vous avez le filtre de couleur, vous avez les circuits, ensuite vous avez les photodiodes. Et la lumière, en fait, doit atteindre les photodiodes et se perd au fur et à mesure qu'elle transperce les couches. Avec un capteur rétro-éclairé, en fait, on se rend compte que vous avez toujours évidemment le verre de la lentille, le filtre de couleur, mais ensuite vous avez directement la photodiode et les circuits sont en dessous. Ça veut dire que la lumière atteint plus facilement sa cible, donc on perd moins de lumière. Ça a 2 conséquences. On arrive plus facilement aux photodiodes, on est plus rapide donc, et on perd moins de lumière, donc on a moins de bruit. En tout cas, ça c'est la théorie. Chez Fuji, ça a été fait un peu différemment, c'est-à-dire que le capteur est rétroéclairé, mais il a permis plutôt que d'étendre des ISO hauts, d'aller plutôt sur des ISO bas. Donc l'ISO nominal qui était avant ISO 200 passe maintenant à ISO 160. Donc ça va permettre par exemple lorsqu'on a beaucoup de lumière de pouvoir descendre un peu plus en ISO, là où avant on était un peu bloqué. Ensuite, la deuxième conséquence que ça a, ce capteur rétroéclairé, c'est tout simplement un passage à une meilleure résolution. On était en 24 millions de pixels, on est maintenant en 26,1 millions de pixels. Alors certes, c'est que 2 petits mégapixels, mais c'est toujours ça qui se prend. Plus on a de mégapixels, plus on a de détails dans l'image, et plus on a de mégapixels, plus on a aussi de latitude pour venir recadrer nos images. Donc c'est toujours bon à prendre. D'après les différents tests que j'ai vus, les uns et les autres semblent assez d'accord pour dire que le piqué s'est amélioré avec ce X-T3 par rapport au X-T2. Alors, je ne dis pas du tout que le X-T2 n'avait pas un bon piqué, je dis qu'il est un peu meilleur a priori avec le X-T3. Ça a été vraiment noté par différentes personnes, donc je pense que ça doit être vraiment le cas. Pour le reste, il ne faut pas s'attendre à une montée de bruit particulièrement améliorée par rapport au X-T2. J'ai l'impression que la montée de bruit est vraiment la même et que le petit gain qu'il y a eu en changeant de génération de capteur, il a été mis sur un ISO plus bas et sur une résolution qui a augmenté. Le deuxième changement, c'est évidemment un nouveau processeur. Donc vous avez le processeur X-Processeur 4. Donc c'est un processeur en fait qui est quad-core et qui va consommer surtout très peu d'énergie. Donc 4 fois plus rapide ce processeur, donc ça va évidemment permettre un autofocus qui va être largement plus rapide pour le coup. C'est un processeur aussi qui va nous permettre d'avoir un rolling shutter, donc vous savez c'est cet effet de déformation des lignes qui apparaît lorsqu'on utilise l'obturateur électronique. Donc on estime que le rolling shutter a été repoussé 2 fois, donc il est 2 fois meilleur. Alors ça ne veut pas dire grand chose, mais d'après ce que j'ai trouvé, on était à peu près à 1,25 sur le X-T2, on sera à peu près à 1,60, donc on a gagné un stop sur le X-T3, c'est-à-dire qu'en gros,
le rolling shutter, les déformations des lignes ne commencent à apparaître qu'à partir de 1/60e. C'est à peu près la même chose que sur un Sony A7 III par exemple. C'est pas au même niveau évidemment qu'un Sony A9 qui lui était plutôt à 1/120e au niveau du rolling shutter. Enfin 1/60e c'est déjà du très très haut niveau, il n'y a pas grand monde sur le marché qui le fait. On a le meilleur viseur disponible chez Fuji, c'est le viseur qui est actuellement sur le X-H1. Donc c'est un viseur avec 3,69 millions de points, un grossissement de 0,75. Alors certains me diront oui, le grossissement était avant de 0,77 sur le X-T2. Sincèrement, on ne voit pas la différence, on ne voit pas que ça s'est réduit comme ça de 0,02. On a un rafraîchissement qui est très très bon, on est à 100 images par seconde de rafraîchissement et surtout quasiment pas de lag, puisqu'en lag on parle de 0,05 secondes. Donc autant dire que chaque génération nous rapproche un peu plus du viseur optique. Ça ne sera peut-être pas pour cette génération-là, mais on s'en rapproche de plus en plus avec un viseur qui n'a pas de lag, avec un viseur dont l'image est rafraîchie 100 fois par seconde. Donc on est vraiment en direct par rapport à ce que le viseur nous montre. A noter en plus que ce viseur-là, il a maintenant la possibilité, grâce à ce processeur super rapide, de vous montrer de faire une rafale sans blackout. Donc, il y a une fonction qui a été ajoutée qui permet de faire une rafale de 30 images par seconde sans blackout. On en parlera tout à l'heure quand je vous parlerai des rafales. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc 26 mégapixels et piqué en hausse. Alors, physiquement, quand on voit ce X-T3, on a vraiment l'impression qu'on a exactement le même que le X-T2. Mais en fait, quand on regarde un peu plus dans les détails, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui a changé, c'est des petits détails. Un peu partout, c'est des petits détails. Alors, si vous regardez celui d'un X-T2, vous allez vous rendre compte que le viseur est à fleur, par exemple, du cadre. Ici, on se rend compte, alors c'est subtil certes, qu'on a 3 mm entre le cadre et le viseur. En fait, le viseur a tout simplement été un peu reculé de l'écran de façon à laisser un peu plus de place pour le nez. Alors, c'est des petits détails comme ça qui permettent d'avoir un peu plus de confort. Et c'est exactement ça qui a été fait donc, sur le X-T3. 1, le viseur a été un tout petit peu avancé. 2, on va se retrouver avec des molettes qui vont être plus confortables. Un des défauts qu'on amputait au X-T1 et ensuite au X-T2, je vous le montre sur cette image-là. Le X-T1 est tout à droite. On peut le voir, il avait donc les X ont une double molette superposée, donc une molette en haut, une molette en bas. Et on a toujours reproché à Fuji que la molette en bas était toujours un peu difficile d'utilisation. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Donc, avec le X-T2 qui est au milieu ici, on avait une grosse molette en haut et une toute petite molette en bas. Et Fujifilm, en fait, a tout simplement rendu la molette du bas plus grande, plus large, de façon à ce qu'on puisse la modifier plus rapidement et surtout sans venir galérer. Souvent, on était obligé de raccrocher comme ça avec les ongles et c'était un peu difficile. Ici, avec la nouvelle molette, ça devrait aller beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que les tests font ressortir. Donc tout ça pour dire que c'est des petits changements ergonomiques comme ça qui vont rendre l'appareil photo plus utilisable. Donc voilà, ça ressemble beaucoup avec quelques améliorations. On a un écran arrière qui malheureusement, et c'est probablement ce qui va être le plus reproché à ce X-T3, c'est que l'écran arrière bénéficie d'aucune amélioration par rapport, attention, par rapport au X-T20 ou au X-H1. Évidemment, par rapport au X-T2, l'écran arrière gagne le tactile, donc le X-T2 était le dernier appareil photo à ne pas avoir eu le tactile, donc maintenant, évidemment, cet écran devient tactile, mais malgré tout, par rapport à ce qui se fait chez Fuji depuis maintenant 1 an et demi avec le X-T20, il n'y a pas eu grand changement. On est toujours sur quelque chose qui... L'écran n'est pas plus défini, l'écran n'a pas plus de contraste, l'écran surtout n'est pas plus rapide. C'est un écran qui est bon, il n'a jamais été mauvais, mais sincèrement, si vous le comparez par exemple avec un smartphone, vous sentez que lorsque vous faites les gestes tactiles, c'est beaucoup plus lent que ce que ça pourrait l'être sur un smartphone. Donc il y avait vraiment une marge de progression sur l'écran et Fujifilm nous donne exactement le même écran qu'avant, sauf qu'il est tactile. De même, l'écran ne peut toujours pas se retourner, donc on a toujours un écran inclinable sur 3 côtés et impossibilité, par exemple, si vous faites un vlog, de retourner l'écran pour voir ce que vous êtes en train de filmer. La position du bouton Q et du joystick non plus n'a pas été modifiée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tout simplement, lorsque on est passé au X-H1, le joystick est dans une position un peu plus haute de façon à ce que le pouce puisse être bien droit. Et c'est le cas aussi sur le X Pro 2. Et sur le X-T3, donc Fuji n'a pas trouvé nécessaire de modifier cette position-là qui faisait parfois partie des critiques ergonomiques de l'appareil. Tout ça pour dire qu'on est vraiment sur des points de détail ici, sur l'ergonomie de l'appareil photo.
Évidemment, cet appareil photo, il a le Bluetooth, évidemment, il a le Wi-Fi. C'est un appareil photo qui est disponible à la commande dès maintenant, hein, et il est disponible à la livraison le 20 septembre, aussi bien en noir et en argent. Donc Fujifilm ne nous fait pas le coup de sortir l'appareil photo en 2 fois. Ici, le noir et l'argent est disponible en même temps. Au niveau des prix, on est à 1 499 € en boîtier nu. Il est vendu donc en kit avec le 1855 284 qui est vendu donc pour 1 899 €. Et vous avez la poignée grip verticale qui est disponible à l'unité, qui est disponible séparément. Visiblement, il n'y a pas de bundle cette fois-ci. Poignée plus boîtier qui est vendu à 329 €. La suite, c'est un boîtier qui a un tout petit peu changé sur les ports. Les ports, on va le voir, sont un tout petit peu différents par rapport à ce que vous avez connu peut-être sur le XT2. Ici, on a un USB-B. Donc, vous savez, c'était une vieille prise USB qui était assez peu utilisée finalement. On n'avait pas forcément de câble. On a changé par une prise beaucoup plus standard qui est l'USB-C. On a le port casque qui avant était sur le grip, qui est maintenant directement sur le boîtier. Et on a le port de la télécommande qui a changé d'emplacement. Le port de la télécommande, maintenant, il est au-dessus de la carte SD. La batterie n'a pas changé. Donc, on a exactement les mêmes batteries, exactement les mêmes chargeurs. Donc, si vous avez plein de batteries à la maison, vous allez pouvoir les utiliser avec ce XT3. Et par contre, comme le processeur et le capteur ont besoin d'un peu moins d'énergie, on estime qu'on a gagné à peu près 15% d'autonomie par rapport au XT2. À noter en plus que les portes, donc les caches qui protègent tous les ports, on peut les enlever maintenant. Donc, je vais vous montrer une vidéo pour vous l'illustrer. Donc, c'est une vidéo, celle-là, de DP Review. Vous voyez, on a la petite trappe là, qu'on est capable comme ça d'enlever et de remettre. Alors j'imagine que ça doit être un système aimanté, ça doit vraiment être fait pour. Hein. Je vais remettre la vidéo. Hop. Vous voyez comment on peut l'enlever. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. En fait, ça sert, si vous faites de la vidéo et que vous voulez mettre votre appareil photo dans une cage, vous allez être gêné par ces trappes comme ça qui restent ouvertes. Moi-même ici, il est sur le trépied avec plein de câbles sur le côté. Cette trappe, elle est toujours ouverte. On a tendance soit à la casser, et elle casse involontairement parce que vous allez buter dedans, soit vous allez l'abîmer. Enfin, ça va toujours être gênant. Pouvoir l'enlever et dire je l'arrange là, parce que de toute façon, j'ai toujours des choses qui sont pluguées là, c'est vraiment un grand gain, je trouve, en ergonomie. Alors, la suite, c'est les simulations de films, évidemment, qui sont toujours présentes chez Fujifilm. Après tout, je pense qu'une des plus grandes forces aujourd'hui de Fujifilm, c'est la science de la couleur. Donc, on va retrouver toutes les simulations de films qu'on connaît, y compris Eterna, qui n'était avant qu'une exclusivité du XH1. Donc, on a Eterna, qui est une simulation de film vraiment étudiée et pensée pour la vidéo. Pour le reste, on a quelques petites options qui ont été ajoutées sur les simulations de films, toujours dans cette volonté comme ça de travailler les couleurs, parce que c'est bien joli toutes ces caractéristiques, mais une caractéristique dont on parle, je trouve, assez peu finalement dans les appareils photo, c'est la science de la couleur. Et la science de la couleur chez Canon, chez Nikon, chez Sony et chez Fujifilm, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même. Bref, ici on a deux nouveauté au niveau des simulations de films, vous avez ce qu'on appelle les... je n'ai plus le mot en français. Les effets de couleur. C'est la première des simulations. Et ensuite, vous avez le monochrome. Alors, vous avez les images en noir et blanc, c'est du noir et blanc. Le monochrome, c'est avec des tons. Monochrome, vous avez la capacité de rendre votre monochrome plus chaud ou vous avez la possibilité de rendre votre monochrome plus froid. Donc, je vais vous montrer ça en vidéo. Hop. Donc ici, ça c'est les effets de couleur. Donc on voit le avant-après. Vous voyez? Donc on voit bien la différence. Hein. Ici, vous allez avoir la capacité de doser en plus l'effet de couleur qui va être apporté à l'image. Et donc on voit bien la différence ici entre sans l'effet de couleur à gauche et avec l'effet de couleur à droite. Alors c'est un peu plus subtil quand même que juste une simulation de film qui vient saturer les couleurs. Hein. Ici le but des effets comme ça de couleurs, c'est de donner de la profondeur aux couleurs et de leur donner un peu plus de texture. Voilà, je remets la vidéo. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, donc le fait de rendre une image monochrome plus froide ou plus chaude pour avoir des tons chauds ou des tons froids. Ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment sympa de travailler vraiment sur la couleur. On parle sans arrêt des spécifications, il n'y a jamais personne qui parle des couleurs, c'est un peu
C'est un peu agaçant, je trouve. Allez, continuons. Un des problèmes aussi qui est résolu par cet appareil photo-là, c'est le fait d'avoir la capacité de verrouiller la balance des blancs. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, en fait, c'est assez simple, hein. Dernièrement, par exemple, je faisais des photos pendant 1 heure pour faire un circumpolaire. Et on n'a pas la possibilité de faire confiance à la balance des blancs parce que la balance des blancs peut changer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une balance des blancs, une image à un instant T, et une demi-heure après, pour une raison ou pour une autre, l'algorithme décide d'une autre balance des blancs. Et lorsque vous faites l'assemblage de ces images, ça vous fait quelque chose qui n'est pas terrible. Ici, Fuji nous permet de rester en balance des blancs automatique, mais de la verrouiller, de lui dire « Ok, maintenant tu as choisi ta balance des blancs, on ne la touche plus ». Et donc, c'est un mode qui s'appelle l'AWB, donc Auto White Balance Lock. Donc, on peut le voir ici, je vous le montre sur l'écran. On a un petit signal, vous voyez, avec une icône bleue, Auto White Balance Lock. Donc, moi, c'est un mode qui, personnellement, va m'être plutôt utile et va m'éviter de passer souvent en balance des blancs manuel lorsque je veux faire des photos avec plusieurs photos, justement, avec des composites de plusieurs photos. Allez, parlons d'autofocus. Après tout, c'est une des caractéristiques principales de ce X-T3. L'autofocus est maintenant sur tout le capteur. Donc, on avait avant un autofocus à corrélation de phase au milieu. Et ensuite, sur le reste du capteur, on avait un autofocus plus lent qui était à détection de contraste. Et donc maintenant, on a l'autofocus le plus rapide absolument n'importe où sur le capteur. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté, hein. En plus, il faut noter que avant l'autofocus, pour prendre une décision, il avait 500 000 points. Maintenant, il en a 2,16 millions de points. Donc autant dire que c'est 4 fois plus de données pour avoir un autofocus plus rapide, pour avoir un autofocus surtout plus fiable et qui va être mieux capable de suivre. Alors, on va reparler après de l'autofocus. Je voulais juste faire une précision au niveau du grip. Donc, avant, pour avoir le meilleur autofocus, on était obligé de mettre le grip. Donc, on mettait le grip dessous et ça nous permettait d'avoir ce qu'on appelait un booster grip. Booster grip, ça veut dire que les performances de l'appareil photo vont augmenter quand vous lui mettez le grip. Ici, le booster grip a été supprimé. C'est-à-dire que le grip, maintenant, est devenu tout simplement un battery grip. Ça veut dire que absolument toutes les fonctionnalités de votre appareil photo sont au maximum, les performances sont au maximum sans grip. Il n'y a plus du tout cette distinction avec ou sans grip et ça fait vraiment une énorme différence. Donc l'autofocus est au top sans grip. Donc ici, nous, toujours dans cette optique d'avoir un hybride qui soit le plus compact possible, le plus performant possible. J'entendais souvent une grosse critique du X-T2, même du X-H1 qui disait que c'est des appareils photo qui sont faits pour être utilisés uniquement avec le grip. Ici, ça ne sera plus du tout le cas et il n'y a vraiment plus de débat au niveau du grip. En plus, un des défauts de fonctionnement du grip sur l'ancienne génération, c'était que dès qu'une des 3 batteries venait à ne plus avoir d'autonomie, tout s'arrêtait. Ici, le fonctionnement a été amélioré. Et si une des 3 batteries vient à défaillir, à être vide, les 2 autres vont prendre le relais naturellement. Alors, une petite modification, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, mais je vous le dis puisque je l'ai mis là, c'est que la dioptrie est maintenant verrouillable. Donc avant, aussi un des défauts d'ergonomie qu'on pouvait donner au X-T2, c'est que lorsqu'on le rangeait dans le sac, on avait cette molette de dioptrie, donc qui permet de régler la distance du viseur pour la régler à votre vue. On avait cette molette-là qui avait tendance à bouger. Lorsqu'on reprenait notre X-T2, on n'avait pas la possibilité de la verrouiller, c'était un peu pénible. Donc maintenant, Fujifilm a retravaillé cette molette-là. Il faut maintenant la tirer pour venir la modifier. Donc cette molette-là, elle ne va plus du tout être bougée dans le sac. En termes d'autofocus, on a un mode qui s'appelle le Sport Finder Mode. Dans ce mode-là, en fait, comme vous pouvez le voir sur l'image ici de droite, vous allez avoir la possibilité comme ça d'avoir un cadre en fait dans votre cadre. Et votre photo évidemment c'est au milieu, mais en fait ce mode-là va vous permettre de mieux situer votre photo et de voir l'environnement de votre photo. Donc l'idée derrière ça de Fuji, c'est de vous permettre d'être plus précis dans le suivi de des événements finalement. On a un mode pré-shot aussi qui est valable uniquement en obturateur électronique. Les avis divergent, les explications divergent sur exactement qu'est-ce que ce mode-là fait. Mais grosso modo, ce que j'ai compris, c'est que tout simplement, quand vous faites comme ça des photos d'action, quand vous savez que c'est le bon moment de prendre la photo et que vous appuyez, le delta d'images perdues, souvent vous empêche d'avoir la bonne image parce que c'était juste trop tard. Et du coup, l'appareil photo commence à enregistrer des images lorsque vous appuyez à mi-course au niveau de l'autofocus. Alors, il ne les enregistre pas directement sur la carte, mais si vous appuyez à fond, il va récupérer ces images-là de façon à essayer de récupérer peut-être des images que vous auriez perdues et qui vous auraient empêché peut-être d'avoir le bon moment.
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, ce mode pré-shot. On a évidemment, et c'est la question que tout le monde se posait, le suivi des yeux en autofocus continu. Donc ça, c'est suivi des yeux, suivi du visage, et ça a l'air de marcher très bien. Je vais vous montrer 3 vidéos de démonstration que j'ai pu trouver, et on va s'apercevoir que ça a l'air vraiment bon, hein. Vous pouvez voir, ici, elle se retourne, elle fait exprès de changer l'angle du visage, et tout ça, ça a l'air de fonctionner très bien. Alors ça, c'est la vidéo fournie par Fuji, mais on a aussi des sources qui ne sont pas par Fuji. Ici, c'est encore DP Review. Et on se rend compte que on s'éloigne, on s'avance, on s'éloigne, on s'avance, on tourne la tête, et l'appareil photo continue de suivre la tête sans aucun problème. Donc ça marche plutôt bien, et ça marche évidemment aussi en suivi d'autofocus. Hop, je vais vous le montrer là. Par exemple, dans un sujet qui court, on s'aperçoit qu'il court de droite à gauche, l'appareil photo continue de suivre. Alors, un des défauts, notamment qui est rapporté par DP Review, c'est que l'écran peut laguer un tout petit peu, mais apparemment les photos, elles suivent bien. Et le pourcentage de réussite sur ce genre de choses, a priori, serait de l'ordre de 90-95% des photos. Donc on est sur quelque chose qui est quand même de très élevé. L'appareil photo suit vraiment bien au niveau de l'autofocus. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était très attendu parce que pour le coup, quand on regarde les autres marques, ils ont vraiment énormément de mal à venir faire concurrence à Sony sur ce genre de choses. Et là, on a l'impression qu'en tout cas, ce X-T3 veut vraiment mettre la barre à ce niveau-là et essayer vraiment d'être très performant au suivi du visage, au suivi des yeux. Et a priori, les premiers retours sont vraiment très bons sur cette fonctionnalité-là. En termes de rafale, on a aussi un appareil photo qui est vraiment taillé pour faire du sport, puisqu'on a une rafale qui est infinie à 5,7 images par seconde. Donc une rafale, je vais arrondir ça à 6 images par seconde, c'est vraiment pas mal, hein. Et là, vous êtes carrément infini si vous prenez des JPG, donc c'est vraiment bien. La rafale maximale que vous pouvez atteindre avec un obturateur mécanique, elle est de 11 images par seconde. C'était possible avec le X-T2, mais uniquement si vous mettiez le grip. Donc là, maintenant, avec le X-T3, vous avez la possibilité de le faire sans grip. Si vous acceptez de travailler avec l'obturateur électronique, si vous ne voulez pas de crop, vous êtes limité à 20 images par seconde. C'est énorme, hein. 20 images toutes les secondes, c'est absolument énorme. Et vous avez même un mode qui vous permet d'aller à 30 images par seconde et qui vous permet aussi de faire des photos, lui, de 16,6 mégapixels. Donc c'est pas mal, hein. 16,6 mégapixels, c'est plus que le X-T1. Donc imaginez, ça équivaut à une rafale de 30 images par seconde sur un X-T1. Donc 16 images par seconde, c'est vraiment des photos qui sont parfaitement exploitables, hein. Il y a plein d'appareils photo qui sont encore aujourd'hui à 16 images par seconde. Je pense notamment aux gros réflexes professionnels qui ont des cadences très fortes. Ici, on est toujours à 30 images par seconde et on garde des images qui sont suffisamment grandes. On n'est pas sur des petites images, des fois avant de 8 mégapixels ou 12 mégapixels, on est toujours à 16 mégapixels et presque 17. Le tout, évidemment, c'est sans blackout et sans lag apparemment, puisque un des défauts aussi du X-T2, c'était parfois d'avoir un d'avoir un petit lag lorsque notamment on était sur un rafale rapide. A priori, tout ça est absolument résolu avec ce nouveau processeur qui va beaucoup plus vite. Allez, la suite, c'est aussi un appareil qui est fait vraiment taillé pour la vidéo. Franchement, hier à l'annonce, j'ai été vraiment très étonné. Je suis sur des groupes et des forums Panasonic et Sony, très étonné de voir des gens qui étaient donc plutôt des vidéastes que des photographes qui disaient « Waouh, c'est incroyable ce que Fujifilm sort ». Donc, sincèrement, moi qui suis pas vidéaste, je me rends probablement pas compte de la performance, mais apparemment, ça le met à un niveau excellent. Alors, en termes de caractéristiques, on a du 4K à 60 fps, donc c'est la première fois au monde, a priori, qu'un hybride est capable de faire ça. Donc un hybride, j'imagine, APS-C ou full frame, puisque Panasonic fait bien mieux depuis longtemps. Donc on est en 4.2.0 10 bits en interne et 4.2.2 10 bits en externe. Au niveau des codecs, on a du H264, mais aussi, si vous voulez plus de compression, du H265. On a une option HEVC qui va monter le bitrate très haut. On monte jusqu'à un bitrate de 400 Mbps. Alors évidemment, c'est limité à 4K 30 images par seconde, sinon il est réduit à 200 Mbps, mais c'est déjà énorme 200 Mbps. On a toutes les fonctionnalités que vous pouvez espérer en vidéo, elles y sont. C'est-à-dire que vous avez les zébras en temps réel, vous avez toujours l'algorithme, vous avez un nouvel algorithme de réduction du bruit qui a priori fait des miracles puisqu'on permet de gagner presque 2 stops au niveau de la réduction du bruit en vidéo.
À noter que Fuji a des mises à jour déjà prévues hein, pour la fin de l'année. Donc j'ai entendu parler du mois de novembre au niveau de pour ajouter un mode d'hybride log gamma. Sincèrement, je ne vais pas faire semblant de savoir ce que c'est, je ne le sais pas. À noter aussi donc qu'on peut maintenant sortir la 4K aussi bien sur la carte externe, sur la carte SD que sur le port HDMI externe. Donc vous pouvez faire les deux en simultané. L'appareil photo est suffisamment fort aujourd'hui pour faire ça. Alors qu'avant, il fallait choisir, c'était soit l'un, soit l'autre. Et évidemment, ça va mieux en le disant, mais la détection des visages et des yeux en AFC fonctionne en vidéo. Donc là où avant, c'était un peu limité la vidéo, il y avait beaucoup de fonctions que l'appareil photo ne savait pas lui fournir alors qu'il les fournissait en photo. Là, la vidéo, elle est absolument parfaite et tous les modes sont disponibles aussi en vidéo. On a évidemment la simulation de film Eterna, on a toujours la fonction de correction automatique du vignettage. Fuji parle de 12 stops de dynamique lorsque vous êtes en F-Log. On a toujours la gestion des timecodes. Bref, on a un appareil photo très complet aussi en vidéo. Alors 10 bits, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai juste mis ça qui est un extrait d'une plaquette Fuji. Donc 10 bits, tout simplement la capacité d'avoir plus de variance dans les couleurs. Donc vous avez plus de détails en fait dans les dégradés de couleurs. Hop, je vous ai mis ce petit schéma-là si vous êtes intéressé par la vidéo. C'est pour vous décrire absolument tout ce qui est possible à faire. Hein, et tous les codecs, tous les framerates, tous les bitrates, bref, tout ce que vous voulez savoir sur la vidéo, a priori, ça doit être dans ce tableau. Bref, tout ça pour dire que ce X-T3, il s'annonce vraiment, vraiment pas mal. C'est vraiment pour le coup un appareil photo qui, je pense, ne loupe pas sa cible. C'est un appareil photo qui est dans le temps, tout simplement. Il est dans l'air du temps. Il utilise toutes les dernières technologies. Il fait aussi bien que un certain Sony A7 III, je pense. Hein. Il est vraiment au niveau. Il fait même mieux au niveau de la vidéo. Alors oui, on aurait préféré probablement une nouvelle batterie, mais oui et non, ça dépend. Une nouvelle batterie, si l'appareil photo avait été beaucoup plus gros, est-ce que vraiment j'étais prêt à passer sur un appareil photo plus gros? Ça se débat. En tout cas, on aura la chance, si vous avez déjà équipé Fujifilm, de pouvoir utiliser les anciennes batteries et finalement, c'est pas plus mal. Les batteries sont extrêmement, extrêmement petites chez Fuji. Sincèrement, moi, ça ne me gêne pas du tout de venir changer ma batterie régulièrement. Et évidemment, on a toujours la possibilité, si vraiment un jour on a une mission particulière à réaliser, de mettre ce battery grip qui permet alors là d'atteindre plus que l'autonomie d'un réflexe. Donc c'est possible aussi, hein, ça permet d'être compact quand on veut compact et ça permet d'avoir la batterie quand on veut avoir la batterie. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes finalement. Hein. Il est proposé, je trouve, à un prix vraiment très attractif, à 1500 € nu ce boîtier-là. Sincèrement, avec les performances qu'il délivre, c'est un appareil qui est aussi bien extrêmement bon en photo, extrêmement bon en vidéo, qui est capable de faire du sport. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement complet, le tout avec la gamme d'objectifs fournis aujourd'hui par Fujifilm, avec la science des couleurs qui est apportée par Fuji et surtout l'ergonomie de ces boîtiers-là qui est quand même réputée pour être la meilleure sur le marché. Alors après, pour qui il est fait? Très clairement, ce X-T3, il est fait probablement pour des gens qui aujourd'hui avaient besoin d'un X-T2 plus rapide. J'ai entendu parler de X-T2S, comme quoi il aurait pu s'appeler X-T2S. Pourquoi pas? Oui, c'est peut-être le cas. Il aurait pu s'appeler peut-être X-T2S parce que tout simplement, si vous avez un X-T2 aujourd'hui et que la vitesse de votre X-T2 vous suffit parce que vous faites que de la photo de famille ou que vous faites de la photo de paysage, probablement effectivement que ce X-T3 il ne va pas vous apporter grand chose puisque ce X-T3 il va faire tout plus vite, c'est-à-dire que l'autofocus va être plus rapide. Si vous aviez besoin qu'il suive un sujet qui trouve une cible, si vous aviez besoin de faire de la vidéo et compagnie, effectivement, oui, ce X-T3 va vous apporter, mais si vous n'en faisiez pas, sincèrement, il fera exactement les mêmes photos que le X-T2. Donc dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt d'investir dans de nouveaux objectifs plutôt que d'acheter le dernier joujou à la mode qui de toute façon va vous servir strictement à rien. Donc voilà mon analyse. Si l'autofocus ferait vraiment la différence et le fait que l'autofocus du X-T2, vous aviez besoin de quelque chose de plus rapide, oui, le X-T3 est utile. Sinon, à mon sens, si vous faites ni vidéo ni sport action, vous allez trouver du X-T2 aujourd'hui à très très bon prix et ça reste un super, mais vraiment super appareil photo ce X-T2. Sachez qu'il y a des X-T3 quasiment partout déjà. Donc, rapprochez-vous si vous avez un magasin de photos à côté de chez vous. Rapprochez-vous si vous avez des caméras. Il y a des Fuji et X-T3 en test dès aujourd'hui quasiment dans tous ces magasins-là.
Donc n'hésitez pas à les appeler pour voir si oui ou non vous pouvez les tester. Hein. Moi-même, au moment où vous serez en train de regarder cette vidéo, je serai probablement en train de le tester puisque j'ai appelé 2 magasins et que les 2 magasins m'ont indiqué qu'ils récupéraient un XT3 et qu'on pourrait faire tous les tests qu'on veut dessus, évidemment en magasin. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce XT3. Je pense que Fuji met exactement la barre où elle devrait être, c'est-à-dire à peu près au top niveau. On n'a pas besoin de... Pour ceux qui ne sont pas dans la course, capteur full frame versus capteur APS-C, etc. et qui veulent juste un bon appareil photo, je pense que voilà, il n'y a pas de regret à avoir. Fuji vous donne le meilleur de la technologie disponible aujourd'hui et on n'a pas besoin de changer de marque et comme ça tout le monde est meilleur, tout le monde est content. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en savez plus sur le XT3. Comme d'habitude, vous me lâchez les pouces levés vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo. En complément de cette vidéo, pour recevoir les 12 conseils qui sont juste là, cliquez sur les 12. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce XT3? Qu'est-ce qui vous évoque? Est-ce qu'il vous donne envie de changer votre XT2? Est-ce que vous trouvez que le XT2, finalement, continue de vous satisfaire? Est-ce que ça vous a donné envie de passer d'une autre marque et de venir chez Fujifilm? Finalement, c'est une offre très attrayante à un prix que personne aujourd'hui ne pourra concurrencer dans cette gamme de performances-là. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut!